This is an auto-narrated audiobook generated by Google. Livre 20 000 lieues sous les mers. Par Jules Verne. Chapitre 1er. Un écueil fuyant. L'année 1866 fut marquée par un événement bizarre, un phénomène inexpliqué et inexplicable que personne n'a sans doute oublié. Sans parler des rumeurs qui agitaient les populations des ports et surexcitaient l'esprit public à l'intérieur des continents, les gens de mer furent particulièrement émus. Les négociants, armateurs, capitaines de navires, skippers et masters de l'Europe et de l'Amérique, officiers des marines militaires de tout pays, et après eux, les gouvernements des divers États des deux continents, se préoccupèrent de ce fait au plus haut point. En effet, depuis quelque temps, plusieurs navires s'étaient rencontrés sur mer avec une chose énorme, un objet long, fusiforme, parfois phosphorescent, infiniment plus vaste et plus rapide qu'une baleine. Les faits relatifs à cette apparition, consignés aux divers livres de bord, s'accordaient assez exactement sur la structure de l'objet ou de l'être en question, la vitesse inouïe de ses mouvements, la puissance surprenante de sa locomotion, la vie particulière dont il semblait doué. Si c'était un cétacé, il surpassait en volume tous ceux que la science avait classés jusqu'alors. Ni Cuvier, ni Lacépède, ni M. Dumézil, ni M. de Quatrefages n'eussent admis l'existence d'un tel monstre, à moins de l'avoir vu, ce qui s'appelle vu de leurs propres yeux de savants. À prendre la moyenne des observations faites à diverses reprises, en rejetant les évaluations timides qui assignaient à cet objet une longueur de 200 pieds, et en repoussant les opinions exagérées qui le disaient large d'1 mille et long de 3, on pouvait affirmer, cependant, que cet être phénoménal dépassait de beaucoup toutes les dimensions admises jusqu'à ce jour par les ichthyologistes, s'ils existaient toutefois. Or, il existait, le fait en lui-même n'était plus niable, et avec ce penchant qui pousse au merveilleux la cervelle humaine, on comprendra l'émotion produite dans le monde entier par cette surnaturelle apparition. Quant à la rejeter au rang des fables, il fallait y renoncer. En effet, le 20 juillet 1866, le steamer Governor Higginson, de Calcutta and Bernard Steam Navigation Company, avait rencontré cette masse mouvante à 5 milles dans l'est des côtes de l'Australie. Le capitaine Baker se crut tout d'abord, en présence d'un écueil inconnu, il se disposait même à en déterminer la situation exacte, quand 2 colonnes d'eau, projetées par l'inexplicable objet, s'élancèrent en sifflant à 150 pieds dans l'air. Donc, à moins que cet écueil ne fût soumis aux expansions intermittentes d'un geyser, le gouverneur Higginson avait affaire bel et bien à quelques mammifères aquatiques, inconnus jusque-là, qui rejetaient par ces évents des colonnes d'eau, mélangées d'air et de vapeur. Pareil fait fut également observé le 23 juillet de la même année, dans les mers du Pacifique, par le Cristobal Colon, de West India and Pacific Steam Navigation Company. Donc, ce cétacé extraordinaire pouvait se transporter d'un endroit à un autre avec une vélocité surprenante, puisqu'à 3 jours d'intervalle, le gouverneur Higginson et le Cristobal Colon l'avaient observé en 2 points de la carte, séparés par une distance de plus de 700 lieues marines. 15 jours plus tard, à 2000 lieues de là, l'Helvetia, de la Compagnie nationale, et le Shannon, du Royal Mail, marchant à contrebord dans cette portion de l'Atlantique comprise entre les États-Unis et l'Europe, se signalèrent respectivement le monstre, par 42° 15 de latitude nord, et 60° 35 de longitude à l'ouest du méridien de Greenwich. Dans cette observation simultanée, on crut pouvoir évaluer la longueur minimum du mammifère à plus de 350 pieds anglais, puisque le Shannon et l'Helvetia étaient de dimensions inférieures à lui, bien qu'ils mesurassent 100 mètres de l'étrave à l'étambot. Or, les plus vastes baleines, celles qui fréquentent les parages des îles Aléoutiennes, le Koulamak et l'Umgelik, n'ont jamais dépassé la longueur de 56 mètres, si même elles l'atteignent. Ces rapports arrivés coup sur coup,
De nouvelles observations faites à bord du transatlantique Le Pereire, un abordage entre Etna, de la ligne Inman, et le Monstre, un procès-verbal dressé par les officiers de la frégate française La Normandie, un très sérieux relèvement obtenu par l'état-major du Commodore Fitzjames à bord du Lord Clyde, émurent profondément l'opinion publique. Dans les pays d'humeur légère, on plaisanta le phénomène, mais les pays graves et pratiques, l'Angleterre, l'Amérique, l'Allemagne, s'en préoccupèrent vivement. Fin du chapitre. Chapitre 2. Le pour et le contre. À l'époque où ces événements se produisirent, je revenais d'une exploration scientifique entreprise dans les mauvaises terres du Nebraska, aux États-Unis. En ma qualité de professeur suppléant au Muséum d'histoire naturelle de Paris, le gouvernement français m'avait joint à cette expédition. Après 6 mois passés dans le Nebraska, chargé de précieuses collections, j'arrivais à New York vers la fin de mars. Mon départ pour France était fixé au premier jour de mai. Je m'occupais donc, en attendant, de classer mes richesses minéralogiques, botaniques et zoologiques, quand arriva l'incident du Scotia. J'étais parfaitement au courant de la question à l'ordre du jour, et comment ne l'aurais-je pas été? J'avais lu et relu tous les journaux américains et européens, sans être plus avancé. Ce mystère m'intriguait. Dans l'impossibilité de me former une opinion, je flottais d'un extrême à l'autre. Qu'il y eût quelque chose, cela ne pouvait être douteux, et les incrédules étaient invités à mettre le doigt sur la plaie du Scotia. À mon arrivée à New York, la question brûlait. L'hypothèse de l'îlot flottant, de l'écueil insaisissable, soutenue par quelques esprits peu compétents, était absolument abandonnée. Et en effet, à moins que cet écueil n'eût une machine dans le ventre, comment pouvait-il se déplacer avec une rapidité si prodigieuse? De même fut repoussée l'existence d'une coque flottante, d'une énorme épave, et toujours à cause de la rapidité du déplacement. Restaient donc 2 solutions possibles de la question, qui créaient 2 clans très distincts de partisans. D'un côté, ceux qui tenaient pour un monstre d'une force colossale, de l'autre, ceux qui tenaient pour un bateau sous-marin d'une extrême puissance motrice. Or, cette dernière hypothèse, admissible après tout, ne put résister aux enquêtes qui furent poursuivies dans les 2 mondes. Qu'un simple particulier eût à sa disposition un tel engin mécanique, c'était peu probable. Où et quand l'eût-il fait construire, et comment aurait-il tenu cette construction secrète? Seul, un gouvernement pouvait posséder une pareille machine destructive, et en ces temps désastreux où l'homme s'ingénie à multiplier la puissance des armes de guerre, il était possible qu'un État essayât à l'insu des autres ce formidable engin. Après les chassepots, les torpilles, après les torpilles, les béliers sous-marins, puis la réaction. Du moins, je l'espère. Mais l'hypothèse d'une machine de guerre tomba encore devant la déclaration des gouvernements. Comme il s'agissait là d'un intérêt public, puisque les communications transocéaniennes en souffraient, la franchise des gouvernements ne pouvait être mise en doute. D'ailleurs, comment admettre que la construction de ce bateau sous-marin eût échappé aux yeux du public? Garder le secret dans ces circonstances est très difficile pour un particulier, et certainement impossible pour un État dont tous les actes sont obstinément surveillés par les puissances rivales. La frégate l'Abraham Lincoln. Donc, après enquête faite en Angleterre, en France, en Russie, en Prusse, en Espagne, en Italie, en Amérique, voire même en Turquie, l'hypothèse d'un monitor sous-marin fut définitivement rejetée. Le monstre revint donc à flot, en dépit des incessantes plaisanteries dont le lardait la petite presse, et, dans cette voie, les imaginations se laissèrent bientôt aller aux plus absurdes rêveries d'une ichthyologie fantastique. À mon arrivée à New York, plusieurs personnes m'avaient fait l'honneur de me consulter sur le phénomène en question.
J'avais publié en France un ouvrage in-quarto en 2 volumes, intitulé « Les mystères des grands fonds sous-marins ». Ce livre, particulièrement goûté du monde savant, faisait de moi un spécialiste dans cette partie assez obscure de l'histoire naturelle. Mon avis me fut demandé. Tant que je pus nier la réalité du fait, je me renfermais dans une absolue négation. Mais bientôt, collé au mur, je dus m'expliquer catégoriquement. Et même, l'honorable Pierre Aronnax, professeur au Muséum de Paris, fut mis en demeure par le New York Herald de formuler une opinion quelconque. Je m'exécutais, et je parlais faute de pouvoir me taire. Je discutais la question sous toutes ses faces, politiquement et scientifiquement, et je donne ici un extrait d'un article très nourri que je publiais dans le numéro du 30 avril. Ainsi donc, disais-je, après avoir examiné une à une les diverses hypothèses, toute autre supposition étant rejetée, il faut nécessairement admettre l'existence d'un animal marin, d'une puissance excessive. Les grandes profondeurs de l'océan nous sont totalement inconnues. La sonde n'a su les atteindre. Que se passe-t-il dans ces abîmes reculés? Quels êtres habitent et peuvent habiter à 12 ou 15 000 au-dessous de la surface des eaux? Quel est l'organisme de ces animaux? On saurait à peine le conjecturer. Cependant, la solution du problème qui m'est soumis peut affecter la forme du dilemme. Ou nous connaissons toutes les variétés d'êtres qui peuplent notre planète, ou nous ne les connaissons pas. Si nous ne les connaissons pas toutes, si la nature a encore des secrets pour nous en ichthyologie, rien de plus acceptable que d'admettre l'existence de poissons ou de cétacés, d'espèces ou même de genres nouveaux, d'une organisation essentiellement fondrière, qui habite les couches inaccessibles à la sonde, et qu'un événement quelconque, une fantaisie, un caprice, si l'on veut, ramène à de longs intervalles vers le niveau supérieur de l'océan. Si, au contraire, nous connaissons toutes les espèces vivantes, il faut nécessairement chercher l'animal en question parmi les êtres marins déjà catalogués, et dans ce cas, je serais disposé à admettre l'existence d'un narwal géant. Le narwal vulgaire ou licorne de mer atteint souvent une longueur de 60 pieds. Quintupler, décupler même cette dimension, donner à ce cétacé une force proportionnelle à sa taille, accroissez ses armes offensives, et vous obtenez l'animal voulu. Il aura les proportions déterminées par les officiers du Shannon, l'instrument exigé par la perforation du Scotia, et la puissance nécessaire pour entamer la coque d'un steamer. En effet, le narwal est armé d'une sorte d'épée d'ivoire, d'une hallebarde, suivant l'expression de certains naturalistes. C'est une dent principale qui a la dureté de l'acier. Et on a trouvé quelques-unes de ces dents, implantées dans le corps des baleines, que le narwal attaque toujours avec succès. D'autres ont été arrachées, non sans peine, de carènes de vaisseaux qu'elles avaient percées d'outre en outre, comme un forêt perce un tonneau. Le musée de la faculté de médecine de Paris possède une de ces défenses longue de 2,25 m et large de 48 cm à sa base. Eh bien, supposez l'arme 10 fois plus forte, et l'animal 10 fois plus puissant, lancez-le avec une rapidité de 20 000 à l'heure, multipliez sa masse par sa vitesse, et vous obtenez un choc capable de produire la catastrophe demandée. Donc, jusqu'à plus amples informations, j'opinerais pour une licorne de mer, de dimension colossale, armée, non plus d'une hallebarde, mais d'un véritable éperon comme les frégates cuirassées, ou les rames de guerre, dont elle aurait à la fois la masse et la puissance motrice. Ainsi s'expliquerait ce phénomène inexplicable. À moins qu'il n'y ait rien, en dépit de ce qu'on a entrevu, vu, senti et ressenti, ce qui est encore possible. Ces derniers mots étaient une lâcheté de ma part, mais je voulais jusqu'à un certain point couvrir ma dignité de professeur, et ne pas trop prêter à rire aux Américains, qui rient bien, quand ils rient. Je me réservais une échappatoire. Au fond, j'admettais l'existence du monstre.
Mon article fut chaudement discuté, ce qui lui valut un grand retentissement. Il rallia un certain nombre de partisans. La solution qu'il proposait, d'ailleurs, laissait libre carrière à l'imagination. L'esprit humain se plaît à ces conceptions grandioses d'êtres surnaturels. Or la mer est précisément leur meilleur véhicule, le seul milieu où ces géants, près desquels les animaux terrestres, éléphants ou rhinocéros, ne sont que des nains, puissent se produire et se développer. Les masses liquides transportent les plus grandes espèces connues de mammifères, et peut-être recèlent-elles des mollusques d'une incomparable taille, des crustacés effrayants à contempler, tels que seraient des homards de 100 mètres ou des crabes pesant 200 tonnes. Pourquoi non? Autrefois, les animaux terrestres, contemporains des époques géologiques, les quadrupèdes, les quadrumanes, les reptiles, les oiseaux étaient construits sur des gabarits gigantesques. Le Créateur les avait jetés dans un moule colossal, que le temps a réduit peu à peu. Pourquoi la mer, dans ses profondeurs ignorées, n'aurait-elle pas gardé ces vastes échantillons de la vie d'un autre âge, elle qui ne se modifie jamais, alors que le noyau terrestre change presque incessamment? Pourquoi ne cacherait-elle pas dans son sein les dernières variétés de ces espèces titanesques, dont les années sont des siècles, et les siècles des millénaires? Mais je me laisse entraîner à des rêveries, qu'il ne m'appartient plus d'entretenir. Trêve à ces chimères que le temps a changées pour moi, en réalité terribles. Je le répète, l'opinion se fit alors sur la nature du phénomène, et le public admit sans conteste l'existence d'un être prodigieux, qui n'avait rien de commun avec les fabuleux serpents de mer. Mais si les uns ne virent là qu'un problème purement scientifique à résoudre, les autres, plus positifs, surtout en Amérique et en Angleterre, furent d'avis de purger l'océan de ce redoutable monstre, afin de rassurer les communications transocéaniennes. Les journaux industriels et commerciaux traitèrent la question principalement à ce point de vue. La Shipping and Mercantile Gazette, le Lloyd, le Paquebot, la Revue maritime et coloniale, toutes les feuilles dévouées aux compagnies d'assurance qui menaçaient d'élever le taux de leurs primes, furent unanimes sur ce point. L'opinion publique s'étant prononcée, les États de l'Union se déclarèrent les premiers. On fit à New York les préparatifs d'une expédition destinée à poursuivre le narwhal. Une frégate de grande marche, l'Abraham Lincoln, se mit en mesure de prendre la mer au plus tôt. Les arsenaux furent ouverts au commandant Farragut, qui pressa activement l'armement de sa frégate. Précisément, et ainsi que cela arrive toujours, du moment que l'on se fut décidé à poursuivre le monstre ne reparut plus. Pendant 2 mois, personne n'en entendit parler. Aucun navire ne le rencontra. Il semblait que cette licorne eût connaissance des complots qui se tramaient contre elle. On en avait tant causé, et même par le câble transatlantique. Aussi, les plaisants prétendaient-ils que cette fine mouche avait arrêté au passage quelques télégrammes dont elle faisait maintenant son profit. Donc, la frégate armée pour une campagne lointaine, et pourvue de formidables engins de pêche, on ne savait plus où la diriger. Et l'impatience allait croissant, quand, le 2 juillet, on apprit qu'un steamer de la ligne de San Francisco de Californie à Shanghai avait revu l'animal, 3 semaines auparavant, dans les mers septentrionales du Pacifique. L'émotion causée par cette nouvelle fut extrême. On n'accorda pas 24 heures de répit au commandant Farragut. Ses vivres étaient embarqués. Ses soutes regorgeaient de charbon. Pas un homme ne manquait à son rôle d'équipage. Il n'avait qu'à allumer ses fourneaux, à chauffer, à démarrer. On ne lui eût pas pardonné une demi-journée de retard. D'ailleurs, le commandant Farragut ne demandait qu'à partir. 3 heures avant que l'Abraham Lincoln ne quittât la pierre de Brooklyn, je reçus une lettre libellée en ces termes. Monsieur Aronnax, professeur au Muséum de Paris, Fifth Avenue Hotel, New York. Monsieur
Si vous voulez vous joindre à l'expédition de l'Abraham Lincoln, le gouvernement de l'Union verra avec plaisir que la France soit représentée par vous dans cette entreprise. Le commandant Farragut tient une cabine à votre disposition. Très cordialement, votre J.B. Hobson, secrétaire de la Marine. Fin du chapitre. Chapitre 3. Comme il plaira à monsieur. 3 secondes avant l'arrivée de la lettre de J.B. Hobson, je ne songeais pas plus à poursuivre la licorne qu'à tenter le passage du Nord-Ouest. 3 secondes après avoir lu la lettre de l'honorable secrétaire de la Marine, je comprenais enfin que ma véritable vocation, l'unique but de ma vie, était de chasser ce monstre inquiétant et d'en purger le monde. Cependant, je revenais d'un pénible voyage, fatigué, avide de repos. Je n'aspirais plus qu'à revoir mon pays, mes amis, mon petit logement du jardin des plantes, mes chères et précieuses collections. Mais rien ne put me retenir. J'oubliais tout, fatigue, amis, collection, et j'acceptais sans plus de réflexion l'offre du gouvernement américain. D'ailleurs, pensais-je, tout chemin ramène en Europe, et la licorne sera assez aimable pour m'entraîner vers les côtes de France. Ce digne animal se laissera prendre dans les mers d'Europe, pour mon agrément personnel, et je ne veux pas rapporter moins d'un demi-mètre de sa hallebarde d'ivoire au Muséum d'histoire naturelle. Mais en attendant, il me fallait chercher ce narwhal dans le nord de l'océan Pacifique, ce qui, pour revenir en France, était prendre le chemin des antipodes. Conseil, criai-je d'une voix impatiente. Conseil était mon domestique, un garçon dévoué qui m'accompagnait dans tous mes voyages, un brave flamand que j'aimais et qui me le rendait bien, un être flegmatique par nature, régulier par principe, zélé par habitude, s'étonnant peu des surprises de la vie, très adroit de ses mains, apte à tout service, et en dépit de son nom, ne donnant jamais de conseils, même quand on ne lui en demandait pas. À se frotter aux savants de notre petit monde du jardin des plantes, Conseil en était venu à savoir quelque chose. J'avais en lui un spécialiste, très ferré sur la classification en histoire naturelle, parcourant avec une agilité d'acrobate toute l'échelle des embranchements, des groupes, des classes, des sous-classes, des ordres, des familles, des genres, des sous-genres, des espèces et des variétés. Mais sa science s'arrêtait là. Classer, c'était sa vie, et il n'en savait pas davantage. Très versé dans la théorie de la classification, peu dans la pratique, il n'eût pas distingué, je crois, un cachalot d'une baleine. Et cependant, quel brave et digne garçon. Conseil, jusqu'ici et depuis 10 ans, m'avait suivi partout où m'entraînait la science. Jamais une réflexion de lui, sur la longueur ou la fatigue d'un voyage. Nulle objection à boucler sa valise pour un pays quelconque, Chine ou Congo, si éloigné qu'il fût. Il allait là comme ici, sans en demander davantage. D'ailleurs d'une belle santé qui défiait toutes les maladies, des muscles solides mais pas de nerfs, pas l'apparence de nerfs, au moral, 100 ans. Ce garçon avait 30 ans, et son âge était à celui de son maître, comme 15 est à 20. Qu'on m'excuse de dire ainsi, que j'avais 40 ans. Seulement, Conseil avait un défaut. Formaliste enragé, il ne me parlait jamais qu'à la troisième personne, au point d'en être agaçant. Conseil, répétai-je, tout en commençant d'une main fébrile mes préparatifs de départ. Certainement, j'étais sûr de ce garçon si dévoué. D'ordinaire, je ne lui demandais jamais s'il lui convenait ou non de me suivre dans mes voyages. Mais cette fois, il s'agissait d'une expédition qui pouvait indéfiniment se prolonger, d'une entreprise hasardeuse, à la poursuite d'un animal capable de couler une frégate comme une coque de noix. Il y avait là matière à réflexion, même pour l'homme le plus impassible du monde. Qu'allait dire Conseil ? Conseil, criai-je une troisième fois. Conseil parut. Monsieur m'appelle ? Dit-il en entrant. Non ? Oui, mon garçon. Prépare-moi, prépare-toi. Nous partons dans 2 heures.
Comme il plaira à monsieur, répondit tranquillement Conseil. Pas un instant à perdre. Serre dans ma malle tous mes ustensiles de voyage, des habits, des chemises, des chaussettes, sans compter, mais le plus que tu pourras, et hâte-toi. Et les collections de monsieur, fit observer Conseil. On s'en occupera plus tard. Quoi? Les archéothériums, les iracothériums, les oréodons, les chéropotamus et autres carcasses de monsieur? On les gardera à l'hôtel. Et le babiroussa vivant de monsieur? On le nourrira pendant notre absence. D'ailleurs, je donnerai l'ordre de nous expédier en France, notre ménagerie. Nous ne retournons donc pas à Paris? Demanda Conseil. Si, certainement, répondis-je évasivement, mais en faisant un crochet. Le crochet qui plaira à monsieur. Oh? Ce sera peu de choses. Un chemin un peu moins direct, voilà tout. Nous prenons passage sur l'Abraham Lincoln. Comme il conviendra à monsieur, répondit paisiblement Conseil. Tu sais mon ami, il s'agit du monstre, du fameux narwal. Nous allons en purger les mers. L'auteur d'un ouvrage in-quarto en 2 volumes sur les mystères des grands fonds sous-marins ne peut se dispenser de s'embarquer avec le commandant Farragut. Mission glorieuse, mais dangereuse aussi. On ne sait pas où l'on va. Ces bêtes-là peuvent être très capricieuses. Mais nous irons quand même. Nous avons un commandant qui n'a pas froid aux yeux. Comme fera monsieur, je ferai, répondit Conseil. Et songe-y bien, car je ne veux rien te cacher. C'est là un de ces voyages, dont on ne revient pas toujours. Comme il plaira à monsieur. Un quart d'heure après, nos malles étaient prêtes. Conseil avait fait en un tour de main, et j'étais sûr que rien ne manquait, car ce garçon classait les chemises et les habits aussi bien que les oiseaux, ou les mammifères. L'ascenseur de l'hôtel nous déposa au grand vestibule de l'entresol. Je descendis les quelques marches qui conduisaient au rez-de-chaussée. Je réglai ma note à ce vaste comptoir, toujours assiégé par une foule considérable. Je donnai l'ordre d'expédier pour Paris, France, mes ballots d'animaux empaillés et de plantes desséchées. Je fis ouvrir un crédit suffisant au babiroussa, et Conseil me suivant, je sautai dans une voiture. Comme il plaira à monsieur. Le véhicule à 20 francs la course descendit Broadway jusqu'à Union Square, suivit Force Avenue jusqu'à sa jonction avec Bowery Street, près Catherine Street, et s'arrêta à la 34e pierre. Là, le Catherine Ferry Boat nous transporta, hommes, chevaux et voitures, à Brooklyn, la grande annexe de New York, située sur la rive gauche de la rivière de l'Est, et en quelques minutes, nous arrivions au quai près duquel l'Abraham Lincoln vomissait par ses 2 cheminées des torrents de fumée noire. Chapitre 4. Ned Land. Le commandant Farragut était un bon marin, digne de la frégate qu'il commandait. Son navire et lui ne faisaient qu'un. Il en était l'âme. Sur la question du cétacé, aucun doute ne s'élevait dans son esprit, et il ne permettait pas que l'existence de l'animal fût discutée à son bord. Il y croyait comme certaines bonnes femmes croient au Léviathan, parfois, non par raison. Le monstre existait, il en délivrerait les mers, il l'avait juré. C'était une sorte de chevalier de Rhodes, un dieudonné de Gozon, marchant à la rencontre du serpent qui désolait son île. Où le commandant Farragut tuerait le narwal, où le narwal tuerait le commandant Farragut. Pas de milieu. Les officiers du bord partageaient l'opinion de leur chef. Il fallait les entendre causer, discuter, disputer, calculer les diverses chances d'une rencontre, et observer la vaste étendue de l'océan. Plus d'un s'imposait un quart volontaire dans les barres de perroquet, qui eût maudit une telle corvée en toute autre circonstance. Tant que le soleil décrivait son arc diurne, la mâture était peuplée de matelots auxquels les planches du pont brûlaient les pieds, et qui n'y pouvaient tenir en place. Et cependant,
L'Abraham Lincoln ne tranchait pas encore de son étrave les eaux suspectes du Pacifique. Quant à l'équipage, il ne demandait... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.